Une annonce brève a bouleversé l'équilibre diplomatique du Sahel. En rompant d'un geste la dépendance héritée des anciennes puissances, le Burkina Faso ouvre une brèche stratégique dont les répercussions inquiétera déjà les capitales occidentales. Que signifie pour vous ce pari qu'Ibrahim Traoré pousse soudain? Un horizon nouveau se dessine. Le récit qui s'ouvre promet bien plus qu'un simple changement d'alliance. Il révèle la possibilité pour un État sahélien de reconstruire ses marges d'action loin des tutelles historiques. Pour le public, l'enjeu devient tangible. Comprendre comment un pays fragile transforme la contrainte en espace stratégique exploitable. Cette promesse repose sur une dynamique mesurée, où chaque étape, redéfinir les partenaires, diversifier les ressources, réorganiser les priorités internes, vise à réduire la dépendance structurelle qui a longtemps enfermé le Burkina Faso. Ce repositionnement n'est pas seulement institutionnel, il modifie les attentes des citoyens, le comportement des élites administratives et la manière dont les capitales régionales évaluent leur propre souveraineté. L'intérêt pour l'observateur réside dans la mécanique. Quels signaux faibles annoncent une rupture durable et lesquels signalent une transition fragile? C'est précisément cette zone d'incertitude entre promesses et risques qui attire désormais l'attention internationale, un espace où le moindre indicateur peut devenir un point d'inflexion. On peut alors se demander, et si la stabilité dépendait moins des alliances que du rythme de transformation interne? La bascule s'est jouée en quelques gestes parfaitement synchronisés, révélant une stratégie que beaucoup avaient sous-estimée. Le déclic visible intervient en charabie 24 heures, lorsque l'annonce d'un partenariat militaire et technique avec Cuba et le Venezuela surprend les observateurs les plus avertis. Ce choix, loin d'être improvisé, illustre une rupture assumée avec un demi-siècle de dépendance. Un État sahélien choisit de quitter une orbite politique pour en tracer une nouvelle autonome et revendiquée. Pendant plus de 50 ans, l'ancienne Haute-Volta avait évolué dans un environnement où les décisions majeures, sécurité, monnaie, diplomatie, demeurait fortement influencé par les puissances européennes. Jusqu'en 2022, plus de 70% de l'aide extérieure provenait encore des institutions occidentales, structurant l'économie autour d'un schéma d'assistance plus que d'autonomie. L'arrivée d'Ibrahim Traoré en 2023 inverse cette logique. L'objectif n'est plus d'obtenir un soutien inconditionnel, mais de négocier des partenariats sans tutelle fondés sur la réciprocité. C'est là que se referme la question ouverte au début. Pourquoi ce geste compte-t-il pour le public qui regarde? Parce qu'il révèle une mécanique rarement mise en lumière, la manière dont un pays à l'économie fragile transforme une position subalterne en espace de décision. La signature des premiers accords avec la Havane et Caracas touche des secteurs vitaux: santé, énergie, formation technique. L'arrivée d'équipes cubaines capables de déployer rapidement médecins et formateurs modifie l'architecture sanitaire. En parallèle, les ingénieurs vénézuéliens évaluent les réseaux énergétiques pour préparer des infrastructures plus autonomes. Ces actions, encore modestes, créent un effet psychologique immédiat dans un pays où l'âge médian ne dépasse pas 20 ans. L'idée d'une seconde indépendance circule, relayée par les médias nationaux libérés d'une partie des pressions extérieures. Ainsi, le mini-révélation montre que la rupture n'est pas une déclaration symbolique, mais un basculement fondé sur des actes concrets, séquencés, lisibles. Et dans cette chronologie resserrée, chaque mois devient un marqueur d'émancipation progressive. Au cœur de cette transition, un acteur souvent ignoré apparaît: le corps technique burkinabé, longtemps relégué au second plan mais désormais placé au centre du dispositif. Ces ingénieurs, médecins, logisticiens et cadres administratifs deviennent les guides silencieux d'une transformation qui ne peut pas reposer uniquement sur des annonces politiques. Le premier exemple vient de l'hôpital provincial de Dédougou, où une équipe mixte, médecins cubains et praticiens locaux, a réorganisé le triage d'urgence en moins de 3 semaines. Le changement semble minime, mais il réduit les transferts vers Ouagadougou et améliore la capacité des services ambulatoires. Pour les habitants, cette efficacité nouvelle tranche avec l'image d'un système saturé qui, depuis des années, survivait grâce à l'aide extérieure. Un second cas, plus discret encore, se déroule dans la commune de Réau. Des techniciens burkinabés, accompagnés de 2 spécialistes vénézuéliens, testent une micro-unité solaire destinée aux zones rurales dépourvues d'infrastructures fiables. Le projet n'en est qu'à son stade pilote, pourtant qu'il modifie déjà la perception locale.
L'énergie n'est plus un privilège urbain, mais une capacité reproductible, maîtrisable et transmise. Dans ces deux situations, Ibrahim Traoré n'apparaît pas en figure centrale, mais son influence structurelle se lit en filigrane. Chaque coopération étrangère doit produire un équivalent national capable d'opérer seul après le départ des partenaires. C'est cette condition qui change la dynamique. L'expertise ne s'importe plus, elle circule, se réplique, s'enracine. Ainsi, les guides de la nouvelle phase ne sont ni des diplomates ni des idéologues, mais des professionnels souvent méconnus qui transforment la souveraineté en gestes concrets. Cela amène une question simple. La capacité technique décide vraiment du futur. Tout démarre par une cassure nette. En février 2023, la fin de l'accord militaire avec les françaises brise la routine géopolitique qui encadrait la sécurité nationale depuis des décennies. Ce geste, perçu par certains comme un saut dans le vide, devient le point d'allumage du cycle entier. Il remet en cause le schéma dans lequel le Burkina Faso dépendait mécaniquement de Paris pour son dispositif opérationnel. Et derrière cette rupture visible, un message s'esquisse. Le pays tente pour la première fois d'exister sans béquille. L'enchaînement s'intensifie au printemps. En avril, la révision des partenariats économiques précédemment signés ouvre un front moins spectaculaire, mais tout aussi radical. Chaque contrat est relu sous un nouvel angle, celui de la souveraineté mesurable, non du confort diplomatique. Les équipes ministérielles, réorganisées en cellules stratégiques, inspectent lignes budgétaires et dépendances énergétiques pour identifier les goulots invisibles. Ibrahim Traoré suit ce travail de près, convaincu que la marge de manœuvre politique naît d'abord d'une autonomie technique. Le point de bascule arrive ensuite. En août 2020, l'arrivée des premiers contingents cubains introduit une rupture de rythme. Médecins, formateurs, techniciens. Le geste surprend les chancelleries occidentales, habituées à voir le Burkina Faso s'aligner sur leur réseau. Les délégations circulent entre Ouagadougou, La Havane et Caracas, dessinant une carte d'alliance sans conditionnalité politique. Le récit dominant se déplace vers une logique sud-sud qui, jusque-là, n'existait qu'à l'état théorique. La montée en intensité se poursuit en octobre. Une délégation vénézuélienne évalue les infrastructures énergétiques, prépare la rénovation de centrales thermiques et propose des unités solaires reproductibles. Cette phase, plus technique que symbolique, constitue le véritable cœur de la transformation, car les infrastructures, une fois améliorées, peuvent fonctionner sans tutelle extérieure directe. Et dans les administrations, une idée se diffuse. La dépendance est un choix budgétaire autant qu'un héritage diplomatique. Le chaos Trao éclate en 2024. La signature d'accords de défense et la création d'un institut bilatéral de formation militaire officialisent l'inflexion. Ce n'est plus une expérimentation isolée, mais une architecture assumée, articulée autour d'une autonomie recherchée. Les médias nationaux relaient un discours de seconde indépendance, tandis que les jeunes voient dans la trajectoire d'Ibrahim Traoré une inversion du rapport de force historique. La rupture cesse d'être un slogan, elle devient un protocole. La du champ se matérialise rapidement. Les subventions européennes à l'éducation chutent de 40% en 6 mois, testant la résilience institutionnelle. La monnaie perd 5% face au franc CFA, révélant les tensions immédiates d'une transition rapide. Mais les rues ne basculent pas dans la panique. Les manifestations pro-souveraineté deviennent un marqueur social inattendu. Les appels à la fin du joug économique donnent à la rupture une dimension culturelle plus qu'idéologique. Dans cette dynamique, l'essentiel n'est pas l'agitation diplomatique, mais la manière dont un pays enclavé redéfinit son propre tempo. Car chaque étape renforce la même hypothèse silencieuse. L'autonomie n'est pas un événement, c'est une trajectoire. La trajectoire devient lisible dès que l'on passe au quantifiable. Le baseline, delta, s'impose avec un premier indicateur brutal. La dépendance directe à l'aide occidentale, qui atteignait 72% en 2022, tombe à 41% fin 2024, soit un recul de 31 points en 2 ans. Cette chute rapide traduit une recomposition structurelle. Elle montre qu'un pays, souvent présenté comme captif de ses financeurs, peut redistribuer ses leviers internes lorsque les priorités sont réécrites. Ibrahim Traoré utilise ce chiffre comme pivot argumentatif. La souveraineté ne commence pas avec un discours, mais lorsqu'une courbe change de direction. Cette variation violente révèle un espace politique que beaucoup pensaient verrouillé. Le deuxième indicateur éclaire un autre volet. La production énergétique nationale bondit de 18%, principalement grâce aux interventions vénézuéliennes, qui réhabilitent 3 centrales thermiques
et installe des unités solaires communautaires. Cette progression n'est pas cosmétique, elle réduit une vulnérabilité chronique. Les ingénieurs envoyés depuis Caracas réaménagent des infrastructures vieillissantes avec des solutions à faible dépendance technologique. L'un des superviseurs explique que chaque réduction d'importation énergétique est un gain de souveraineté budgétaire. Cette hausse énergétique redistribue silencieusement les marges financières du pays. Le troisième indicateur touche au domaine le plus sensible, la santé publique. La couverture médicale progresse de 28% depuis le déploiement d'environ 150 professionnels cubains répartis sur 22 provinces. Cette amélioration se manifeste immédiatement. Les transferts hospitaliers vers la capitale chutent de 35%, signe que la capacité locale se renforce. Les équipes cubaines forment simultanément près de 600 infirmières burkinabées, créant une chaîne de compétences reproductibles. Ici encore, la logique Delta domine. Ce qui semblait inaccessible devient un standard reproductible. Cette hausse sanitaire reflète un déplacement du pouvoir technique vers les provinces. Au-delà des trois métriques, une tendance plus large se dessine. La balance commerciale vis-à-vis de l'Europe se contracte de 15% en 12 mois, alimentée par une politique d'import-substitution, mais aussi par des flux sud-sud rééquilibrés. Le Trésor national estime à 210 millions de dollars les économies annuelles permises par cette nouvelle configuration. Ces chiffres restent modestes à l'échelle globale, mais ils comptent pour un pays de moins de 25 milliards de PIB. Chaque point gagné stabilise une économie qui, jusque-là, dépendait d'un réseau de prêts circulaires. Ibrahim Traoré en fait un argument central. Une souveraineté durable se mesure d'abord en mégawatts, en transferts évités et en dépenses non réalisées. Cette lecture quantitative permet de répondre aux doutes ouverts précédemment. La rupture n'est ni idéologique ni romantique. Elle s'exprime dans des marges budgétaires retrouvées, des infrastructures réactivées, des systèmes de soins qui respirent. Le pays applique une méthode simple: dégager des ressources, réduire les dépendances, réinvestir localement. Les ministères enchaînent les audits internes pour maintenir le même tempo, conscients que l'élan pourrait se perdre si les chaînes de valeur ne se consolidant pas assez vite. Ainsi, le baseline, delta du Burkina Faso, compose non pas un récit héroïque, mais une démonstration chiffrée de résilience. Et pour un État africain souvent présenté comme périphérique, cette démonstration déplace déjà les lignes d'analyse. Les critiques de la politique menée depuis 2023 avancent un premier argument. Rompre avec les institutions occidentales fragilise un pays déjà vulnérable, dont une grande partie du budget public repose historiquement sur des prêts et subventions extérieures. Selon eux, aucune alliance avec Cuba ou le Venezuela, deux nations touchées par des sanctions lourdes, ne peut réellement compenser la force financière de l'Union européenne, de la Banque mondiale ou du FMI. Ce courant défend une prudence pragmatique: accepter un degré de dépendance pour maintenir la sécurité économique, préserver l'attractivité pour les investisseurs et éviter l'isolement diplomatique qui pourrait asphyxier un marché intérieur déjà restreint. Le second argument, plus stratégique, affirme qu'un pays enclavé comme le Burkina Faso ne peut pas se permettre de bouleverser ses partenariats historiques sans risquer des réactions en chaîne. Pression monétaire, sanctions sectorielles, ralentissement des transferts de fonds, fuite des capitaux et instabilité sociale dans les zones minières. Pour ces détracteurs, la souveraineté proclamée reste un idéal séduisant mais potentiellement destructeur lorsqu'elle entre en collision avec les réalités arithmétiques d'un État sous contrainte. Face à ces deux thèses, les défenseurs du projet répliquent en s'appuyant sur les données observées depuis la prise de fonction d'Ibrahim Traoré. Ils rappellent que 20 ans d'aide massive n'ont pas inversé les indicateurs de pauvreté, ni permis de construire une autonomie durable. Ils soulignent que la dépendance extérieure avait transformé les réformes en cycles fermés. Ce qui entrait par les prêts ressortait par les contrats attribués aux mêmes bailleurs. Les résultats récents: baisse de la dépendance de 72% à 41%, progression de 18% de la production énergétique, amélioration de 28% de la couverture médicale, constituant pour eux la preuve qu'une trajectoire alternative existe réellement. Ce camp ne parle pas de rupture romantique, mais d'un déplacement mesurable de la marge d'action, rendu possible par la diversification technique et par une redistribution interne des ressources.
Ainsi, la confrontation intellectuelle ne se réduit pas à un duel idéologique. Elle oppose deux visions de la stabilité, celle qui mise sur la continuité des tutelles et celle qui considère que la sécurité naît d'une réduction progressive des dépendances. Le milieu bascule d'un coup. La phrase prononcée par Ibrahim Traoré, le pouvoir change de main lentement, devient la charnière invisible de cette transition. Elle marque le passage d'une rupture géopolitique vers une reconfiguration interne où les structures étatiques, longtemps calquées sur les modèles européens, sont réécrites pour refléter la souveraineté revendiquée depuis 2023. Ce glissement ne fait pas grand bruit, mais il déplace les centres de décision. La création d'un comité national d'autonomie stratégique chargé de coordonner les projets cubains et vénézuéliens transfère la compétence technique vers des équipes locales. Le détail décisif se niche dans l'exigence méthodologique. Tous les transferts de technologie doivent désormais s'effectuer en français ou en mouré, sans intermédiaire étranger. Cette règle mineure en apparence agit comme un déclencheur. Elle renverse l'architecture habituelle où la médiation extérieure contrôlait l'expertise circulante. Et dans l'administration, l'idée se répand que la souveraineté ne se décrète pas, elle se standardise. Ce midpoint révèle un mouvement discret, presque souterrain. Le Burkina Faso cesse d'emprunter des cadres de pensée conçus ailleurs. Il réécrit ses propres procédures, ses propres lexiques, ses propres priorités. Pour la première fois depuis longtemps, la technique suit la volonté politique plutôt que l'inverse. La réorientation engagée depuis 2023 produit désormais des effets visibles dans quatre sphères structurantes. Ce sont ces retombées concrètes qui referment la question du midpoint. Le virage n'est plus une intention, c'est une dynamique en cours. Ibrahim Traoré y apparaît comme l'axe d'ajustement, non par omniprésence, mais par cohérence stratégique. Au premier niveau, l'impact national. Les enquêtes du Centre d'études sociales de Ouagadougou indiquent que 64% des Burkinabés se disent porteurs d'une nouvelle fierté nationale en 2024. Les campagnes civiques s'appuient sur des récits d'autonomie diffusés en mouré et en dioula, encourageant l'adhésion à une trajectoire qui valorise les initiatives locales. Les jeunes diplômés, autrefois attirés par les ONG étrangères, se tournent davantage vers les institutions publiques. Ce basculement psychologique crée une relation nouvelle entre État et citoyen. La souveraineté devient une pratique quotidienne. Au deuxième niveau, les effets économiques. Les importations de produits manufacturés européens chutent de 22%, tandis que les échanges sud-sud, notamment avec Caracas, augmentent de 37%. Le déficit énergétique, longtemps chronique, se réduit d'un tiers grâce aux apports vénézuéliens. Le Trésor observe qu'une partie des marges dégagées finance désormais la formation technique et les services publics. Cette dynamique ne remplace pas totalement les anciens bailleurs, mais elle redistribue les dépendances. Et pour un pays dont le PIB reste modeste, cette redistribution compte davantage que l'ampleur absolue des flux. Au troisième niveau, la diplomatie extérieure. La posture assumée du Burkina Faso attire l'attention du Mali, du Niger et de la Guinée, qui envoient des délégations pour étudier la méthode adoptée depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Des coopérations militaires communes sont signées à Bamako en 2024, améliorant les capacités régionales de formation. Paris et Bruxelles s'inquiètent de cette autonomie émergente, percevant une possible érosion de leur influence au Sahel. Mais pour Ouagadougou, la priorité n'est plus la conformité diplomatique, c'est la liberté de négocier sans conditionnalité politique. Cette volte-face repositionne le pays dans un espace décisionnel plus large qu'auparavant. Au quatrième niveau, l'effet régional est symbolique. Le modèle burkinabé circule dans divers think tanks africains, du Kenya à l'Afrique du Sud, où il apparaît comme une possible matrice d'indépendance. Des universités intègrent déjà le nom d'Ibrahim Traoré dans leurs cours de sciences politiques, aux côtés de figures historiques comme Sankara ou Nkrumah. Ce glissement symbolique ne crée pas encore une doctrine, mais il ouvre un champ de référence inédit. Il suggère que la souveraineté peut se construire dans un petit pays enclavé et s'étendre par capillarité. Et pour un continent souvent décrit comme dépendant, cette contagion d'indépendance modifie le cadre du débat. Ainsi, les conséquences du virage burkinabé ne se mesurent pas seulement en chiffres. Elles redessinent les horizons d'action pour une partie du Sahel. En somme, la rupture change déjà la manière dont l'Afrique imagine sa marge de manœuvre. Les prochains mois formeront un intervalle décisif où chaque variable, énergétique, sanitaire, diplomatique, pourra infléchir la trajectoire ouverte depuis 2023.
Trois scénarios émergent, chacun révélant une facette différente de la souveraineté naissante. La question posée plus tôt se rouvre, jusqu'où un pays peut-il restructurer ses dépendances sans rompre son équilibre interne? Dans le scénario de base, continuité maîtrisée. Le Burkina Faso prolonge ses coopérations avec Cuba et le Venezuela tout en maintenant un canal diplomatique minimal avec l'Union européenne. Les exportations d'or et de coton se poursuivent sous contrat révisé, permettant à l'État de capter 60% de la valeur ajoutée selon les projections officielles. La croissance reste modérée, autour de plus de 5%, mais la stabilité institutionnelle absorbe les chocs extérieurs. Dans cette configuration, si les réserves monétaires sont gérées strictement, alors l'économie trouve un tempo prudent capable d'éviter les fluctuations les plus abruptes. Ce scénario repose sur une discipline budgétaire constante et un dialogue discret avec les partenaires historiques. Dans le scénario optimiste, accélération souveraine, les projets énergétiques vénézuéliens atteignent leurs objectifs dès 2025, augmentant la production électrique de 30%. La coopération médicale cubaine réduit les importations pharmaceutiques de 40%, générant une marge budgétaire rare. Les économies réalisées sont réinvesties dans l'éducation technique, améliorant la formation locale. Dans cette trajectoire, si les chaînes logistiques restent stables, alors le Burkina Faso pourrait abaisser sa dépendance financière externe à moins de 25%, devenant la première nation sahélienne à atteindre ce seuil. Ce modèle attirerait Mali, Niger et Guinée, consolidant une alliance panafricaine fondée sur la coordination et le pragmatisme. Dans le scénario pessimiste, pression et contraction. Les sanctions économiques pourraient se renforcer, tandis que les capitaux étrangers se retirent. La monnaie risque de perdre jusqu'à 15% de sa valeur, créant des tensions sociales dans les zones minières. Les budgets publics se contractent, forçant des arbitrages douloureux. Dans ce cas, si les mécanismes de solidarité interne ne se renforcent pas rapidement, alors la cohérence idéologique du projet souverain sera testée au-delà de sa capacité initiale. La ligne suivie par les autorités devra choisir entre survie économique et persistance stratégique. Ainsi, les 6 à 12 prochains mois décideront de la nature réelle de la rupture. Ils détermineront si cette souveraineté deviendra une structure durable ou un avertissement pour le continent. La transformation en cours ne concerne plus seulement les institutions, elle atteint désormais les individus, leurs attentes, leurs responsabilités quotidiennes. Dans de nombreuses conversations publiques, la souveraineté cesse d'être un terme abstrait pour devenir un cadre d'action personnelle. Les citoyens mesurent que chaque choix, consommer local, rejoindre une initiative communautaire, renforcer une compétence technique, participe à la dynamique engagée depuis 2023. Cette perception modifie la manière dont chacun se situe face à l'État, non plus comme un spectateur, mais comme un acteur de la résilience collective. Les enseignants voient déjà ce changement dans leur classe. Ils racontent comment les élèves comparent les modèles de coopération, questionnent les dépendances passées, cherchent à comprendre ce qu'implique une autonomie réelle. Les discussions, jadis centrées sur l'aide extérieure, se déplacent vers les solutions internes. Capacité énergétique locale, formation des cadres, circulation du savoir. Cette évolution produit un effet stabilisateur, car elle réduit le sentiment d'impuissance qui pendant longtemps a paralysé la réflexion publique. Dans les marchés, la même logique se réplique sous une autre forme. Les artisans constatent que les initiatives locales gagnent en valeur symbolique et économique. Les coopératives émergent dans plusieurs provinces, suivant le principe que la souveraineté débute dans la maîtrise de la production matérielle. Cette appropriation quotidienne renforce les filets sociaux qui permettent d'absorber les chocs économiques. Pour le public qui suit le récit, deux gestes compacts simples permettent d'accompagner cette transition sans s'y perdre. D'abord, identifier un domaine proche, énergie domestique, agriculture, apprentissage, et y renforcer une micro-compétence utile. Ensuite, participer à un espace local de discussion, même modeste, afin de maintenir le débat public vivant et ancré dans la réalité. Ainsi, le changement ne se limite pas aux hautes sphères. Il s'enracine dans des pratiques ordinaires capables de soutenir l'effort collectif. Pour transformer une rupture en structure durable, le Burkina Faso a défini un enchaînement opérationnel qui sert de colonne vertébrale à la transition. Ibrahim Traoré exige que chaque ministère avance selon un protocole précis, mesurable, reproductible, sans dépendance excessive à l'expertise extérieure.
C'est ce cadre qui referme la question ouverte précédemment. La souveraineté ne tient pas dans les intentions, mais dans les métriques. Dans une première étape, institutionnaliser l'autonomie sectorielle. Chaque ministère doit produire un plan d'autonomie avec des indicateurs clairs. Énergie locale, santé publique, formation technique. Les projets reposant sur des aides étrangères sont réévalués tous les 6 mois. La réussite se mesure au pourcentage de services capables d'opérer sans appui extérieur direct. Dans une deuxième étape, consolider la défense communautaire. Des brigades civiles inspirées du modèle cubain sont déployées dans les provinces. Elles assurent sécurité locale et gestion de crise. L'objectif est une réduction de 25% des interventions extérieures d'ici 2026. La progression se lit dans la baisse des demandes d'appui sécuritaire. Dans une troisième étape, mutualiser les ressources régionales. Une alliance sahélienne souveraine, menée avec le Mali et le Niger, partage stocks énergétiques et logistiques militaires. Les exercices conjoints servent de tests réguliers. La performance s'évalue au temps de réponse opérationnelle lors des simulations. Dans une quatrième étape, former les compétences critiques. Chaque année, 500 étudiants sont envoyés en bourse conjointe Cuba-Venezuela. Les domaines visés: ingénierie, médecine, agriculture durable. La mesure clé est le taux de réintégration professionnelle dans les structures nationales. Dans une cinquième étape, suivre la résilience économique. Un observatoire indépendant compile dette, balance commerciale, emploi local, dépendance énergétique. Les rapports semestriels garantissent transparence et continuité. Ainsi se ferme la boucle. La méthode, pas le discours, soutient l'ambition souveraine voulue par Ibrahim Traoré. La scène semble presque familière. Dans un atelier de Réau, l'un des techniciens qui avait participé au premier projet solaire ajuste encore une vis, comme si chaque geste consolidait un futur plus large que son propre village. Cette image, discrète mais obstinée, renvoie au fil rouge aperçu plus tôt. La souveraineté ne se proclame pas, elle se fabrique à main nue. Et c'est là que la trajectoire d'Ibrahim Traoré reprend son sens, non dans les discours, mais dans ces corps silencieux qui transforment un choix politique en capacité reproductible. Les provinces le ressentent avant la capitale. Chaque micro-réussite, un hôpital qui tient, une centrale qui redémarre, une formation qui s'ancre, devient un rappel que la rupture enclenchée depuis 2020 n'est pas qu'un chapitre diplomatique. Elle agit comme une pédagogie collective transmise par les mêmes cadres techniques évoqués plus tôt, ceux qui savent que la compétence locale est la seule infrastructure qui ne s'effondre pas quand les soutiens étrangers s'éloignent. Cette lente cristallisation compose un récit inattendu, un pays enclavé qui agrandit son propre horizon. Et sous la surface, une conviction se solidifie. Nile Line, la souveraineté vit dans ceux qui la pratiquent. La trajectoire amorcée depuis 2023 dépasse désormais le strict cadre politique pour devenir une matière vivante, discutée dans les marchés, les écoles, les radios locales. Le récit de souveraineté n'impose pas un alignement. Il invite plutôt chaque citoyen à prendre place dans un mouvement collectif où l'autonomie se construit par petites strates. Les initiatives locales, qu'elles soient agricoles, énergétiques ou éducatives, montrent qu'un pays peut déplacer son centre de gravité en donnant du poids aux communautés qui le composent. Ce glissement silencieux redéfinit la relation au pouvoir. La souveraineté cesse d'être un sommet inaccessible pour devenir un espace partagé, nourri par les décisions quotidiennes. Pour le public qui suit ce parcours, l'engagement ne demande pas des gestes grandioses. Il suffit parfois de rejoindre une discussion, de relayer une idée, de contribuer à un projet local qui renforce la maîtrise collective des ressources. Ces actes légers maintiennent le récit vivant, évitent qu'il ne se fige et rappellent que l'autonomie s'épanouit lorsqu'elle circule. Alors, dans un continent en pleine recomposition, jusqu'où ce dialogue peut-il s'étendre?